Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va revenir sur l'artiste africain le plus streamé de toute l'histoire de la musique, à savoir Wizkid. Les passionnés d'Afrobeat le connaissent pour ses tubes les plus iconiques comme celui-ci ou encore celui-ci. Ceux qui s'y connaissent un peu moins bien le connaissent sans aucun doute pour son featuring avec Drake sur One Dance. D'ailleurs, Drake l'a-t-il vampirisé comme certains le pensent, ou alors a-t-il plutôt bien bénéficié de sa collaboration avec Drake? Dans tous les cas, dans la sphère mainstream, il est aussi plutôt connu pour ce titre avec Beyoncé, qui leur a d'ailleurs valu un Grammy Award pour la vidéo Brown Skin Girl. Dans ce moment, Wizkid est le premier artiste nigérian à s'élever au Hot 100 américain avec un titre que vous avez peut-être dans vos playlists, ça s'appelle Essence. Justin Bieber vient de le remixer. Comment s'est établi le succès musical de ce petit garçon de Lagos? Pourquoi est-ce qu'il reçoit des accolades de tout le monde, allant de Chris Brown à Two-Face Idibia? Pourquoi et comment a-t-il connu quasiment la ruine après le succès de son premier album? D'où vient cette rivalité devenue célèbre avec Davido? Drake et The Weeknd se sont-ils fortement inspirés de lui comme beaucoup de ses fans le pensent? Et surtout, on va revenir sur son parcours musical, ce qui faisait sa force, ce qui faisait ses failles selon moi, et ce qui fait en sorte que cet album Made in Lagos soit pour moi son meilleur, même si c'est le moment de liker, de vous abonner, de partager, de vous abonner au Tipeee. Et c'est le début. Ah, j'avais hâte d'y arriver. Wizkid est un African baby. Il grandit donc au Nigeria dans une famille plutôt pauvre, pas modeste, plutôt pauvre. Son père est de confession musulmane et sa mère est chrétienne. Ça veut dire que le dimanche, oui, alléluia. Oui, le dimanche, il doit aller à l'église et c'est comme ça donc qu'il s'entraîne, il fait ses classes. Mais contrairement, c'est là que c'est très important, aux États-Unis, quand le American Baby chante pour Dieu, le parent américain voit les dollars, il voit beaucoup de choses. Quand tu chantes pour Dieu en Afrique, là, à l'église, le parent africain bombe le torse pendant la prestation, un peu de flex, mais tu n'as certainement pas intérêt à continuer avec ce genre de bêtises le lundi, ok? Le lundi, tu pars à l'école, on a compris? Le dimanche, quand tu sors à l'église, on flex. Le lundi, école. Mais le petit Wiz est vraiment passionné par son truc et surtout à l'église, il y a un groupe où on peut chanter, on peut rapper pour Dieu. Et là, du coup, ça flatte un peu plus ses parents. C'est-à-dire que s'il est dans un groupe et qu'il chante pour Dieu, c'est pas trop mal. Ça s'appelle le Glorious Five. Ils font leur petite reprise et finalement ils sortent leur première mixtape originale en 2001. Wizkid n'a que 11 ans et à l'époque il se fait appeler Lil Prince. Le groupe se sépare très rapidement. Les parents sont plutôt contents. Wizkid est censé retourner à l'école. Mais il ne veut pas s'arrêter et il fait les deux. C'est-à-dire que quand il sort des cours, il court dans les studios d'enregistrement jusqu'au jour où, tout petit, il va tomber sur un producteur très important. Ce producteur, c'est ODB Jizzle, qui est aujourd'hui décédé, mais qui est un producteur majeur pour bien comprendre la démocratisation des sonorités R&B hip-hop dans le spectre nigérian au milieu des années 2000. C'est notamment le producteur de Two-Face Idibia qui va cartonner avec ses chansons-ci. Et donc il prend Wizkid sous son aile. Wizkid commence à apparaître dans plusieurs petites scènes avec lui en tant que hype man, c'est-à-dire que c'est lui qui crie pendant que les autres chantent. Il fait ses classes comme ça sur scène et petit à petit son buzz monte. Quand Two-Face enregistre son second album Grace to Grace, il est avec lui en studio. Et il faut bien comprendre que tout se passe comme ça parce que le Nigeria, c'est un pays très religieux et il y a une certaine liaison entre l'univers gospel nigérian et l'univers mainstream nigérian. Cette liaison-là se fait sur plusieurs albums, un peu comme aux États-Unis, mais encore mieux ficelé. Et donc, quand Wizkid commence à rencontrer plusieurs artistes établis dans le game, on repère quelque chose chez lui, c'est d'abord son immense productivité. C'est-à-dire que le mec, il peut enregistrer 10 titres dans la journée, plein de mélodies différentes, il toast, il rappe, il chante. Déjà ce bagage là c'est pas mal. Mais en même temps, dans cette ère là, quand tu vois Banky W ou bien Two-Face, on peut se dire que c'est pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'à côté de lui, il y a de vrais talents, notamment vocaux. Mais lui n'a que 15 ans, il est hyper productif et surtout il est beaucoup plus calé dans le son du moment. Il commence à avoir ses premières collaborations hype.
Et c'est donc là que Banky W, qui est un chanteur de R&B de la même époque, très classieux, je pense que certains qui aiment le R&B américain comme moi devraient aimer pas mal de ses titres comme celui-ci, va le repérer et se dire il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. On va le faire entrer en studio, il va enregistrer une tonne de titres et le premier single, la chanson avec lequel le public nigérian va le découvrir, c'était Holla at Your Boy. Si vous écoutez bien cette chanson, c'est un titre que Jason Derulo aurait pu sortir en fait. C'est-à-dire que ce titre un peu pop R&B avec une petite patte de dance, la même prod, la même manière de poser, Jason Derulo aurait pu le sortir. Et à l'époque, c'est un peu novateur dans son carcan, un garçon de cet âge-là, qui a cette dynamique-là avec ce petit côté très ricain, parce qu'à l'époque, une grosse partie du public africain regarde encore beaucoup vers les États-Unis. Donc il y a ce petit côté un peu low cost, même s'il assume déjà une certaine personnalité. Ce qui est intéressant avec Superstar, c'est que c'est effectivement un album CV. Quand vous l'écoutez, on voit effectivement sa grosse productivité. Il toast, il est inspiré par Bob Marley, il fait plein de choses, il joue beaucoup avec les mélodies, mais justement, c'est un album qui tire en longueur parce que ça va un peu dans tous les sens. C'est un peu un labyrinthe. La première fois que tu l'écoutes, tu te dis putain, mais il m'amène un peu partout. C'est limite pour moi comme si j'avais le mal de mer. Je me disais putain, ma tête tourne. Et c'est ça qui fait sa force dans un sens parce qu'on voit qu'il sait faire plein de choses, mais de l'autre côté, tu peux être frustré en te disant j'aurais aimé qu'il se canalise un peu plus. Mais le plus gros tube de l'album qui va arriver en fin d'exploitation et qui s'appelle donc Pakurumu va vraiment l'aider en ce sens. C'est-à-dire que c'est un titre afro qui raconte une histoire. Il y a un petit côté griot et en plus il l'incarne super bien. Il y a plein d'artistes invités dans le clip. L'histoire est beaucoup plus drôle. Il s'inscrit donc totalement dans un schéma beaucoup plus nigérian, beaucoup plus afro. Ce n'est plus justement le jeune homme qui regarde simplement l'Amérique. C'est le fils des tantines, c'est le neveu de tout le monde. Et en fait, les parents comme les enfants peuvent écouter ce tube qui va être un des titres les plus joués au Nigeria en 2001. Et en plus de l'autre côté, ce truc va donner aux Américains envie de savoir mais qui est ce petit Wizkid. Déjà la centrale électrique africaine, à savoir Akon, va appeler pour savoir ce qui se passe, mais il va aussi avoir un appel de Chris Brown et de Young Jeezy et de plein d'autres artistes américains. Akon in LA, then after that I did a session in ETL for like 2 weeks. So like people just walk into the studio, man, like everybody had Chris Brown, Wale, Young Jeezy, I remember, Game. Yeah. Of course. Yeah. Like, me and Wizkid got a Kanga records together. Right. Et en plus, dans le même temps, il va y avoir l'explosion de la danse Azonto, qui est une danse ghanéenne de base, popularisée dans les années 2000. Certaines personnes ont peut-être dansé dessus. Elle va pousser vers le mainstream dans les années 2010 et lui va aider en ça avec son titre qui s'appelait donc justement Azonto. Et là encore, Chris Brown va tellement kiffer qu'il va l'appeler pour lui demander « Frère, comment on fait votre mouvement là ?» Il va le lui apprendre. Et Chris Brown va refaire ça à la télévision américaine pour flex un peu. Mais il va dire que c'est nigérien alors que c'était ghanéen. Et là, il va avoir le flair. Il va bien comprendre que, effectivement, ce qui lui a structuré quelque chose et qui a fait en sorte qu'il impulse quelque chose auprès de la jeunesse nigériane et même peut-être africaine, c'était ce petit côté du gars qui leur ressemble et qui regarde vers les États-Unis. Mais ses plus gros succès, là où il a assis le plus d'audience, c'était vraiment quand il se réinscrivait vers ce côté très africain. Et en plus, à l'époque, je l'ai un peu expliqué dans la vidéo sur Burna Boy, on a ce retour surtout au niveau de l'imagerie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clips d'artistes africains entre 2005 et 2012. On a l'impression que c'est des parodies de clips d'artistes américains. À partir de 2011-2012, cette imagerie change. Et je prends toujours en exemple le clip de Shindima parce que c'est un vrai shift. Elle va au village, elle est totalement heureuse et c'est super bien filmé et tout le monde va s'identifier à elle. Donc du coup, il se réinscrit dans ce mouvement-là. Il comprend que sa plus grande force, ce n'est pas simplement de regarder de l'autre côté, mais c'est de prendre ses influences de là-bas et de compiler le tout. Et en plus, quand il le fait, les Américains le regardent et veulent refaire la même chose. Et c'est donc pour ça que sur le premier single de son second album, il va faire appel à Femi Kuti, le fils de Fela Kuti, pour la chanson Jaye Jaye.
Le son est beaucoup plus tribal sur ce premier single, beaucoup plus afrobeat clairement, parce que c'est un titre d'afrobeat et ça diffère totalement de ce qu'il faisait au début. C'est-à-dire qu'il va complètement changer son équipe de production. Je crois qu'il n'y a plus que Shizzy qui reste entre les deux albums sur une ou deux chansons. Il fait ça et il enclenche le fameux processus de sortie de ce fameux second album. I got BET Awards. I got a lot, man. I did a music, another great album coming out, great album launch, crazy stuff. Sauf qu'il y a un problème qui se pose pour lui depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'il a cartonné partout dans le monde, il a fait des concerts un peu partout. Mais lui qui vient déjà d'une famille plutôt pauvre, les poches ne sont toujours pas pleines. Il regarde ses comptes en banque, il se rend compte que c'est toujours dur. Et plusieurs personnes lui souffrent que Banky W de son côté, il a de nouvelles Mercedes alors que son dernier tube était en 2007. Il a une nouvelle maison, il est de plus en plus frais. Donc ça crée des petites frictions entre les deux. Il va même y avoir des petits échanges assez froids sur Twitter, à savoir que Wizkid estime que son contrat clairement ne l'avantage pas. Il n'a pas grand chose, il continue de chanter pour chanter, y compris sur ses revenus de concert, il est ponctionné. Donc il ne se sent pas à l'aise, il veut renégocier son contrat, il veut créer sa propre structure et ça va retarder la sortie de ce second album. Mais la bonne nouvelle, c'est que les mois de démarche vont lui permettre de créer une structure qui va donc s'appeler Starboy, mais surtout d'avoir un peu de recul sur sa vie, de voir tout le parcours qu'il a fait. Et au moment où l'album sort, c'est la libération de son contrat qui a donc duré 5 ans. Et c'est aussi au moment où il va sortir l'un de ses plus gros cartons. C'est un titre d'afrobeat très bien pensé, très bien structuré, un peu lancinant, mais où justement ça lui permet de faire ce que certaines personnes lui reprochaient depuis le début de sa carrière. On trouvait qu'il parlait que de filles, que de femmes en plus. Il avait une histoire où, selon certaines personnes, il avait mis enceinte une femme qui n'avait que 16 ou 17 ans. Donc en fait, il y avait quelque chose autour de son image qu'il va redorer avec cette chanson-là, parce qu'en plus, il raconte toute son histoire dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas un titre dansant, même si ça peut permettre de danser. C'est un titre où il raconte que je viens de cette banlieue-là, c'est ma vie, c'est mon histoire, et ça va toucher énormément de gens, même si à ce moment précis-là, vu qu'il vient de quitter le label, son histoire qu'il raconte en disant que oui, je viens de la banlieue pour devenir le super riche, n'est pas tout à fait vrai. Il n'a plus rien. I come from Mujelegba, man. And when I left the label, it was so crazy. Like nobody really knows that story. I left, and I was Wizkid. Like I had to leave like with zero because I was just like, man, I can't keep doing this. C'est-à-dire que c'est un paradoxe intéressant, il crée son label, il sort cette chanson qui raconte sa course vers le succès et le fait que ça n'a pas été facile pour lui, il vient d'une famille très pauvre, il s'est battu comme vous avez pu le voir. Mais de l'autre côté, au moment où il est arrivé, il a signé un contrat qui lui était défavorable et quand il sort dans ce second album qui s'appelle Eyo, il quitte effectivement le label, mais il n'a pas grand-chose et c'est comme ça que le succès de Ole Jegba va en fait lui permettre de complètement relancer sa carrière, de refaire des shows. Et ce qui est de très intéressant avec l'ère Eyo qui est donc son second album, c'est que je vais vous faire voir quelque chose, c'est-à-dire que regardez la pochette de Superstar et regardez la pochette de Eyo. Il change totalement d'imagerie parce qu'il progresse et il voit aussi que dans cette mouvance-là, le public africain change. Pourquoi? Même s'ils aiment, ils aimeront toujours les superstars américaines, ils sont beaucoup plus intéressés par la manière dont on leur parle à eux et effectivement, Wizkid change cette image-là. Même si pour moi dans EO on retrouve encore ce truc d'hyper productivité où effectivement les titres vont chacun dans leur sens. Et d'ailleurs j'avais été frappé à l'époque parce que quand je l'ai écouté je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et après il a expliqué que au début de l'enregistrement il pensait que c'était une mixtape. Et effectivement quand vous écoutez bien l'album pour certains, c'est pas que l'album n'est pas bon en fait, c'est qu'il y a des vraies pépites comme le Jegba ou On Top et pas mal d'autres titres. Mais effectivement, tu peux trouver de très bons titres très bien ficelés et des titres qui ensuite sont beaucoup moins bien produits. Et quand il a expliqué qu'au début c'était une mixtape, je me suis dit ah ouais, c'est pour ça qu'il y a ce déséquilibre. Mais le public qu'il vise étant principalement consommateurs de singles, pas tous, mais principalement consommateurs de singles, l'air va avoir un bel accueil, non seulement au Nigeria, mais aussi en Angleterre, parce qu'il y a une forte communauté nigérienne en Angleterre. Un jour, quand Drake va passer là-bas, il va écouter le titre, il va rencontrer Wizkid, et il va être impressionné, y compris par Wizkid et par le producteur Legendary Beats. Et c'est donc comme ça qu'ils vont se proposer de bosser sur le fameux remix. Vous avez commencé à voir où on va en venir tout à l'heure. Vous avez vu la rythmique là? Bon, ceux qui connaissent la chanson la connaissent, mais ceux qui ne connaissaient pas la chanson, vous avez vu où on va en venir? Il y a Skepta aussi sur le remix. Et si vous écoutez bien la manière dont Drake pose à ce moment précis, vous savez déjà où on va.
Bizarrement, parce qu'en général, on se dit qu'en ayant des superstars sur les remixes, ça peut booster. Ça n'a pas boosté de ouf la carrière de Wizkid d'avoir Drake sur cette version-là. Moi, j'ai toujours pensé que c'est parce qu'en réalité, le titre est tellement imprégné de ce qu'il raconte que le fait d'avoir Drake et les autres qui racontent leur petite histoire, ça ne donne pas la même chose en fait. Lui était vraiment attaqué aussi sur ce côté où tu es trop superficiel. Et là, il s'est vraiment livré. Le fait que les autres n'étaient pas vraiment dans cette connexion-là et que d'ailleurs Drake raconte quelque chose de sentimental, alors que c'est pas l'âme de la chanson, a cassé quelque chose qui n'a pas forcément plu à la base et qui fait en sorte que la version originale, pour moi en tout cas, reste la meilleure. Et l'air va être porté encore par un autre single qui était produit par Shizzy, qu'on retrouvait déjà sur le premier album, beaucoup plus dansant cette fois-ci, à savoir Show You The Money. Nous sommes en 2014. Ayo, comme je vous ai dit, a eu des singles à succès, mais ça reste un album qui va quand même encore dans tous les sens. Lui me dit que c'était une mixtape à la base, donc c'est pas non plus l'immense succès critique en termes d'album. Et de l'autre côté, il a quand même malgré tout réussi à avoir des singles très impactants, très bien ficelés, qui ont touché l'oreille de plusieurs superstars. Rihanna, bon, Chris Brown c'est déjà son pote depuis quelques temps, et surtout de Drake. Drake qui donc travaille à cette époque sur son album qui deviendra Views, et qui est tellement amoureux du titre ou le Jekba, qu'il se dit qu'il lui faudrait une chanson comme ça pour son album. Il n'est pas sûr de comment le public américain va réagir, mais il lui en faut une. Il l'envoie donc à ses producteurs, et tout le monde travaille sur un titre qui va ressembler plus ou moins à ça. Du moins, c'est comme ça qu'il le raconte. C'est-à-dire que Drake dit, moi j'ai pensé One Dance, et en plus il y a une chanteuse que j'adorais qui s'appelait donc Kyla, chanteuse anglaise, que lui qui fait de ouf. Que j'ai voulu sampler pour faire ce titre Afrobeat. Et à la fin, comme l'inspiration m'est venue de Wizkid, il fallait absolument que je l'appelle pour qu'il vienne poser dessus. C'est comme ça que le titre a été construit officiellement. Et c'est comme ça que la chanson va sortir et qu'elle va devenir cet immense tube mondial que tout le monde connaît, même si il n'y a jamais eu de clip diffusé. Il n'y a jamais eu de clip, mais One Dance a explosé par tout le monde. Alors qu'au début, même le label, rappelez-vous, on avait eu ce titre-là qui est sorti, un titre avec Jay-Z et Kanye qui sont sortis en même temps pour que le public ne soit pas trop dérouté, mais le public a suivi. Cette vibe Afrobeat va donc apporter une sorte d'air frais à la carrière de Drake. De l'autre côté, Wizkid aussi va se faire connaître, mais il va pas y avoir de visuel derrière, c'est-à-dire que c'est Drake qui sort la chanson, il n'y a pas de clip, et ça va commencer à frustrer pas mal de gens. Les gens vont se dire, ouais bon, les Américains là, ils écoutent tous One Dance, mais ça vient quand même de chez nous, ça vient du Nigeria, et plus ou moins personne ne sait. Et les gens vont dire, bah Wizkid a quand même son nom marqué, oui mais bon, personne ne regarde avec tous les noms dessus, il faut au moins un clip. Et les gens vont attendre un clip pendant longtemps, le clip ne va jamais venir. Il y aurait eu un tournage à Johannesburg pour le clip. Rappelez-vous, on avait eu des photos, tout le monde prenait l'avion, y compris Kyla, et tout le monde y allait. Et finalement, le clip n'a jamais été diffusé. Et ça va donc commencer à entretenir une certaine frustration chez le public nigérian. Surtout que Wizkid n'a pas un couplet complet et qu'un jour, son couplet va filtrer. Dans cette polémique naissante entre la superstar américaine et entre parenthèses, parce que c'est bien entre parenthèses, et le petit artiste nigérien, il va y avoir plus ou moins une gaffe, à savoir Seyiche. Vous savez que Seyiche, c'est ma personne personnelle, c'est ma petite chérie du game nigérien. Je suis pas du tout objectif quand il s'agit d'elle. Bon, musicalement, je suis objectif. Mais sur elle-même, je suis pas objectif. Mais bon, Seyiche, qui aime beaucoup les problèmes, même si c'est ma personne, va venir dire à la télévision que, mais vous savez pas que la chanson de Drake là, c'était à la base la chanson de Wizkid. Et là, les gens vont dire, oh mon Dieu. Same debate is going on in Africa right now. That's what I wanted to ask. That he sampled the Afrobeat. It's a big debate in because Nigeria? I was actually Wizkid's song. Yeah. So it's not Drake's song. La dernière fois, elle a bagarré Tiwa Savage et Tiwa Savage voulait la frapper. J'étais vraiment énervé en fait. Pourquoi Tiwa la touche en fait? Non, elle t'a insulté, tu l'insultes. Tu n'as pas la bouche pour insulter, tu as perdu. Tu ne touches pas ma personne. Bref, c'est Seyiche qui avait déjà collaboré plusieurs fois avec Wizkid va lancer cette polémique qui va être entretenue par le fait que au même moment, The Weeknd va sortir un album et cet album va s'appeler Starboy. Et quand les gens vont dire que l'album de The Weeknd s'appelle Starboy, ils vont se dire mais les Américains là, ils regardent notre petit Wizkid, ils ne font que pomper, c'est pas normal en fait. Starboy c'était l'empreinte de Wizkid. Pourquoi est-ce que The Weeknd d'un coup s'appelle Starboy? La peur des fans nigérians était de se dire que voilà notre gars qui est en train d'arriver là-bas
et les artistes américains récupèrent tout ce qu'il a de lui-même pour faire en sorte de continuer de briller et que lui ne brille pas. Mais comme malgré tout, il avait eu quand même 2 albums à succès et qu'il venait de signer chez Sony, une major américaine, son projet a été annoncé et le premier single était avec Drake. Quand l'annonce a été faite, tout le monde s'est dit, bah voilà, Drake lui rend l'appareil, Drake est sur le single, les Américains vont savoir qui est Wizkid parce que Drake est là, comme Wizkid l'a aidé au début. Et Drake est effectivement sur le single. Le seul problème qui va se poser, c'est que quand le clip va sortir, Drake n'est pas dans le clip. Et là, à nouveau, une polémique. Pourquoi? Parce que les gens se disent que si Drake avait été dans le clip, il aurait pu aider à faire en sorte que le clip soit vu par plus de gens. Pourquoi est-ce que Drake ne le booste pas plus? On va aller jusqu'à lui demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de photo de Drake et toi? Ce qu'il va nier en bloc en disant que non, je n'ai pas besoin de montrer mes amis. Et Drake, pendant qu'on fait le tournage de ce clip, était en Europe, donc il n'a pas pu tourner. Et c'est donc comme ça qu'il va sortir son premier EP américain, qui était bien titré, parce que lui, il titre bien ses albums. Ça s'appelait Sun from the Other Side. Et l'album a clairement été conçu pour toucher ce public-là, ce qui va d'ailleurs très logiquement déboussoler une partie de sa fanbase. Hormis sur les 2 premiers singles, on sent une tentative de toucher une nouvelle audience et de tester pas mal de nouvelles choses qui vont partager son public mère. Même si Daddy O va connaître un beau succès, sur le reste de l'album, on retrouve par exemple des DJ mustarderies, c'est-à-dire qui s'inscrivent totalement dans le format américain. Et ça va partager son public et il va le comprendre. Quand j'ai écouté ce projet, je me suis dit, ce gars, ça restera peut-être un artiste à single, c'est-à-dire qu'il va très bien comprendre l'univers du streaming, mais il aura toujours peut-être du mal à se rentrer dans le format album. C'est comme ça que je l'ai pensé, mais il n'est pas le seul en fait. Sur pas mal d'artistes africains, souvent je peux me dire, il peut faire de très très bons singles, mais sur les albums, ça peut aller dans tous les sens, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que fatalement, nous avons perdu le format album en fait. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur le streaming pour expliquer ça, les gens ils veulent plus écouter les albums. Donc en vrai, c'est une crainte qui n'intéresse que moi, du moins c'est ce que je pensais, et dans un premier temps, c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il va se concentrer sur le fait de livrer des singles efficaces par-ci par-là, notamment un titre Afrobeat Soko qui va cartonner avec pas mal de gens de son label. Puis il va balancer un autre titre Afrobeat Jara, beaucoup plus smooth. C'est un peu le style dans lequel je le préfère, c'est-à-dire que à la fois il peut imposer un storytelling, à la fois c'est très mélancolique et à la fois c'est très dansant. Et sur le refrain, il y a bien sûr le gimmick qui permet de retenir la chanson. C'est une formule qu'il refait souvent et qui fonctionne plutôt bien chez lui. Ces titres lui ont permis de se rasseoir sur sa base fan africaine et plus ou moins afro-mondiale, c'est-à-dire que eux le suivent, eux savent qu'il est un des rois, mais les Américains, même s'il a pas mal de featuring par-ci par-là. D'ailleurs, c'est quelques mois après que va sortir sa fameuse collaboration avec Beyoncé, Brown Skin Girl. Même s'il a tout cet écueil là autour de lui, il n'arrive pas encore à percer le schéma critique du public américain. Et ça, c'est particulier parce que les autres ont réussi à le faire. C'est-à-dire que Burna Boy, lui, il a quasiment fait un one-shot en fait. African Giant, même s'il a eu des albums avant, je vous invite à aller revoir sa vidéo. Il comprend tout de suite la formule qui va permettre de réunir à la fois un public américain très hypé et très amoureux d'une certaine vision de la musique africaine et un public beaucoup plus mainstream. Wizkid, lui, il est assis sur son trône. Un trône hyper confortable, beaucoup plus confortable que le trône de Burna à la même époque, mais il y a toujours ce truc de pas savoir comment rentrer chez le public américain, truc que son rival, et je vais faire une vidéo sur les deux pour que vous compreniez bien, Davido lui aussi a pu avoir, parce que lui il a quand même été surjoué dans les radios urbaines américaines au même moment. C'est donc un dilemme dans sa tête, surtout que tout ce beau monde, ce sont des frères ennemis, c'est-à-dire qu'à la fois ils s'aiment très fort, à la fois ils se détestent, à la fois Wizkid trouve et le dit ouvertement que Davido a une voix de grenouille, à la fois ils sont capables de monter ensemble sur scène. Mais il a quand même ce truc où il pense être le meilleur et il voit donc que ceux qui sont peut-être un peu moins meilleurs que lui passent mieux entre les mailles du filet. Et ça pour moi, ça s'expliquait comment ? Ça s'expliquait au niveau du fait que le gars va trop dans tous les sens alors que les autres se concentrent et vont plus ou moins droit au but quand ils veulent aller droit au but, alors que lui il aime bien faire ça, trop de choses mélangées, et c'est ce problème là qu'il a essayé de résoudre sur Made in Lagos avec ce premier single-ci.
L'album le plus acoustique et peut-être le mieux arrangé de sa carrière. C'est-à-dire que pour moi, il fera quasiment toujours des albums CV parce que dans son cerveau, il ne doit pas penser la musique en album. Lui, il doit penser la musique en chanson. C'est-à-dire que je fais une chanson comme ça, après j'en fais une autre, après j'en fais une autre. Et c'est pour ça que pour moi, qui pense la musique en album, souvent j'ai beaucoup de mal à le suivre. Mais sur Made in Lagos, on voit bien qu'il a compris que African Giant a marché pour certaines conditions, notamment ce côté beaucoup plus jazzy. Pas un afrobeat simplement répétitif pour être efficace, mais un afrobeat beaucoup plus somptueux, beaucoup plus soulful sur certaines sonorités. C'est ça qui a plu à une grande partie du public américain et mondial qui ne s'intéressait pas forcément à cette musique-là. Et là, donc, il réussit à réintégrer ces codes-là, parce que ce n'est pas des codes qui ont été créés par Burna Boy. Lui-même a flirté avec ça à certains moments, mais ils n'étaient pas intégrés de cette façon-là. De cette façon beaucoup plus pro, beaucoup moins maniérée, qui lui a donc permis d'avoir cet album-là. Et même à la pochette, on voit qu'il y a une évolution, et surtout, les titres de ces albums disent toujours beaucoup de choses. Made in Lagos, il revient à la base en mode, oui certes je reviens à la base, mais cette fois-ci avec un côté beaucoup plus accessible au public américain. Les critiques ils sont déjà beaucoup plus ouverts à ce son-là, grâce notamment à l'impact de Burna Boy et de Davido. Pas parce qu'ils sont précurseurs devant Wizkid, c'est juste qu'ils ont compris cette formule-là un peu avant lui sur le public américain. Et donc comme les critiques étaient déjà ouverts à ce son, il lui fallait juste les formules les plus efficaces possibles dans les chansons. Et clairement, dans ce genre-là, c'est lui qui l'est en fait. C'est-à-dire qu'en termes d'efficacité, en termes de phrasé, il a la formule la plus aboutie. Tout ce qu'il fallait, c'était l'habillage autour. Et il a réussi à le trouver plus ou moins. Parce que moi, je pense qu'il peut encore faire mieux que Made in Lagos en termes d'assemblage d'album. Parce que souvent, je trouve que, pour vous dire clairement, j'aurais enlevé 3 ou 4 chansons. J'en aurais fait un truc de 10 titres. Parce que je trouve que ça aurait été encore plus fort qu'il y ait que 10 titres. Beaucoup plus pinçant. Mais toujours est-il que l'album a été bien reçu. Il n'a pas eu un énorme succès au démarrage aux États-Unis. Il a fallu que pas mal d'artistes américains poussent. Mais ce titre avec la chanteuse Tems depuis le début est un des titres qui plaît le plus. Et il est donc devenu le premier titre pour un artiste nigérien à entrer au Hot 100 américain. Et comme vous l'avez vu, ça s'explique vraiment sur le parcours. Oh, how does that work? Yeah, bro, I make an album a day. Like I could make an album a day. That's mad. Yeah, so we made this song. Big shout out to Tam, she came through, and we made this so quick too. Cet album, c'est un peu comme un puzzle qui finit par s'assembler d'une certaine façon. C'est-à-dire que sur le premier album Superstar, on retrouve un truc très américain dans la tendance de l'époque. Et souvent chez Wizkid, on a ce truc-là. C'est-à-dire que soit on est dans la tendance, soit on l'impulse et on est dans l'instant présent. Parce qu'il semble avoir un rapport très challengeant à la musique. Et du coup, si on prend du recul, on se rend bien compte que Superstar, globalement, il y a ce côté afro-urbain. Sur le second, il y a déjà un côté plus afro, mais c'est plus tribal. Sur le troisième, il y a une tentative d'exportation du son sans perdre de ses racines. Et sur le quatrième, on fait le schéma inverse. C'est-à-dire qu'on retourne aux racines à un son beaucoup plus jazzy, beaucoup plus soulful, beaucoup plus gospel même par moments dans la manière dont les arrangements vocaux sont faits. Et là, on réimpose son chakra. Sur Superstar, on est dans la banlieue et on est dans le 93 du Nigeria et ce n'est pas du tout une critique, quoi. C'est vraiment dans la banlieue, un peu le ghetto et c'est totalement assumé, c'est représenté. Et sur Made in Lagos, même si il répète encore les codes en disant je viens de loin, dans la manière dont l'album est fait, dans la manière dont il est structuré, beaucoup plus mature, on est déjà dans un Lagos beaucoup plus bourgeois. Et ce qui fait le succès de l'album, c'est d'avoir réussi à mêler ces deux mondes-là sans se perdre lui. Pourquoi? Parce que souvent, les gens ont un rapport un peu particulier avec le public américain. C'est-à-dire que le public américain qui aime une certaine musique africaine, aime une musique africaine très roots de base en fait. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus dans une musique africaine qui rappelle les années 60 ou 70 que dans ce que les Africains écoutent tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment connectés à ce que les Africains écoutent. Et l'autre public mainstream n'écoute pas de musique africaine ou alors écoute des titres pop banals. Et donc faire la liaison peut être souvent très difficile et c'est pour ça que ça arrive très rarement. C'est-à-dire que c'est pas deux publics qui se rejoignent de base. Et ce qu'il réussit là, et la petite ouverture que lui réussit, c'est que là, bien sûr, il y a eu un travail en amont. Et j'ai expliqué comment il a été fait par Burna Boy, par Davido et par lui-même et par d'autres. Mais là, ça a ouvert cette ouverture. Et en plus, donc, il y a eu un titre plutôt efficace, Essence, porté par plusieurs stars sur leurs Instagram depuis des mois et des mois. Rihanna, Naomi Campbell. Et ça a donc fini par prendre au point où Justin Bieber est maintenant sur le remix, ce qui peut en faire un des tubes de la fin de l'année aux États-Unis. La présence de Justin Bieber est censée aider à un meilleur accueil du public américain, mais il faut bien comprendre que Wizkid n'est pas un simple petit bamboulala. Wizkid n'est pas un simple petit bamboulala qui vient s'essayer aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est bien un roi, un des plus gros succès africains de toute l'histoire de la musique. Il a un immense impact au Nigeria et pas simplement un impact artistique et musical en fait. C'est-à-dire que c'est un vrai modèle pour toute une génération parce que comme vous avez pu le voir, il part de quasiment rien
pour en arriver là où il est devenu. Et surtout, artistiquement, il a inspiré énormément d'artistes, aussi bien dans la drill. Il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés de sa manière de poser en UK que dans le rap américain, comme Drake, qui d'ailleurs, faut lui rendre hommage, lui reconnaît toujours son impact. Again, I'm not one of those people that can be inspired by something and be like, oh, well, that was inspiring, thanks. And then like just move on with it, like, you know, under my arm, like running down the field. I gotta like, you know, at least honor the person that handed me off the football before I ran for the touchdown. You know, I definitely feel like because when I do things, they do get magnified and amplified, people can sometimes feel uncomfortable, like, oh, okay, like, you know, One Dance goes #1, and now all of a sudden, you know, this Afro-inspired. But it's like, yeah, but like, you know, WizKid was on the song with me, and like, you know, I had blessings from like the real dons in that space, you know. Maintenant, est-ce que vous pensez que Drake s'est un peu servi de lui et ne lui a pas totalement rendu l'appareil, sachant que si c'est le cas, bah, c'est un choix de WizKid, entre parenthèses, parce qu'il faut bien comprendre que si Drake s'est servi de lui, c'est lui qui a accepté, en fait. Drake ne l'a pas forcé. Donc, du coup, est-ce que vous pensez que Drake s'est, entre parenthèses, je dis bien, servi de lui pour avoir du succès et ne lui a pas rendu en retour, sachant que Drake l'a toujours crédité. Dans toutes les interviews, il dit toujours qu'il l'a crédité. Il l'a entendu, il l'a fait venir, il l'a crédité. Et de l'autre côté, malgré tout ça, a donné une certaine exposition à WizKid. En fait, faut pas oublier que ça va aussi dans les deux sens. Donc, vous pensez quoi? Est-ce que Drake s'est servi un peu de lui ou est-ce qu'il a aussi bénéficié du fait que Drake était à ses côtés? Que pensez-vous de la carrière de WizKid et est-ce que vous pensez que c'est vraiment nécessaire pour lui de percer aux États-Unis? Parce que moi je n'en suis pas sûr. Là il fait de l'extension du territoire effectivement parce que bon, il n'a pas besoin du public américain, il a déjà une assise. D'ailleurs aux États-Unis il peut faire des concerts où il va remplir des salles beaucoup plus grandes que certains artistes installés aux États-Unis en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il a cette assise là et peut-être même que dans quelques années au vu de l'évolution du streaming africain, j'en avais parlé, il sera encore plus pivot parce que beaucoup de gens vont vouloir collaborer avec lui dans le monde parce qu'il aura cette grosse bastonne là sur ce public mère. Mais que pensez-vous donc de cette ascension vers le public américain? Comment la voyez-vous? Est-ce que pour vous c'est une réussite? Est-ce que pour vous il n'en a pas besoin? Parce que c'est ce qui est aussi intéressant, ce sont les schémas analytiques. Est-ce que vraiment les artistes nigérians vont réussir à percer aux États-Unis? Et s'ils le font, est-ce qu'ils ne vont pas perdre leur fanbase africaine? J'ai une petite idée là-dessus, mais j'attends d'avoir vos réponses. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos chansons préférées de WizKid. Est-ce qu'on voulait qu'on fasse une vidéo sur sa rivalité avec Davido? Que pensez-vous de l'afrobeat? En écoutez-vous? N'en écoutez-vous pas? Est-ce que vous trouvez que c'est répétitif? Quelle est votre chanson préférée de lui? Comment avez-vous reçu Made in Lagos? The Weeknd s'est-il inspiré de lui pour Starboy? Ou alors est-ce une simple coïncidence? Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Faut aussi mettre des cœurs pour séicher, juste comme ça parce que c'est séiché. Ça me dit que je suis objectif, il n'y a pas de problème, mais sur elle-même c'est autre chose.